Nous sommes avec Anthony Lacoudre, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes avocat à New York alors et observateur attentif de la vie politique américaine et beaucoup d'actualités chaudes sur les dernières péripéties à Washington. Alors peut-être pour nous commencer par les résultats de l'élection partielle en Géorgie. Oui, absolument. Mardi, dans la journée, en Géorgie, on a eu deux élections sénatoriales partielles. Alors, à la suite des élections présidentielles et sénatoriales, hein, puisque tout est mélangé, du 3 novembre, euh, il y avait deux sièges de Sénat, au Sénat en lice. La règle en Géorgie est que pour emporter le siège, il faut remporter plus de 50% des voix, en tout cas ce qu'on pourrait premier tour. Et alors dans l'une des deux élections, le républicain est arrivé en tête, mais avec 49,8% des voix, je crois. Mhm. Et donc, il n'a pas été élu. Et puis dans l'autre, ils étaient plusieurs candidats républicains, et donc ils sont un petit peu neutralisés. Et donc, le démocrate est arrivé en tête avec 33% des voix, et puis les deux républicains derrière. Bref. D'accord. Donc, en fait, on a dû refaire ces deux élections. Et alors, au soir du 3 novembre, les républicains avaient 50 sièges et les démocrates 48. Voilà. Donc, se jouait mardi soir, enfin mardi, avant-hier, se jouait soit 52-48, soit 51-49, soit 50-50, si Ouais. la gauche emportait les deux sièges. Sachant que si on est à 50-50, ça veut dire que la gauche gagne, puisqu'à ce moment-là, c'est le vice-président Kamala Harris qui départage les voix s'il y a un blocage à 50-50. Donc l'enjeu était énorme de ces élections sénatoriales partielles, puisque si la gauche l'emportait, cela signifiait qu'il n'y avait plus aucun obstacle à ce que le programme législatif de la gauche de Joe Biden soit mis en place, puisque la gauche a réussi à garder, in extremis d'ailleurs, une majorité à la Chambre des représentants d'une dizaine de députés, sachant qu'aux États-Unis, c'est pas comme en France. C'est pour ça qu'il y avait un vrai enjeu, c'est que pour que les lois soient adoptées, il faut qu'elles soient adoptées dans les mêmes termes par les deux chambres, l'une pour bloquer l'autre. Hein. Et donc maintenant, alors le résultat on le connaît maintenant. Bush a remporté les deux élections sénatoriales, si bien qu'on est à 50-50, et donc en pratique la gauche a gagné en fait. Donc la gauche contrôle la Chambre des représentants et le Sénat Mhm. et la Maison. Alors sur ces élections rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce possible que la droite ait perdu ou n'ait pas réussi à emporter au moins un des deux? Parce que si la droite avait emporté un des deux, c'était bon, la droite pouvait contrôler le Sénat. Eh bien, il y a eu manifestement combinaison de choses, mais là, je pense que la principale raison a été la démotivation des électeurs républicains de Géorgie. Il y a eu un sondage de sortie d'urne qui disait qui a montré que 75% des électeurs républicains pensaient que l'élection avait été volée, l'élection du 3 novembre. Mhm. Donc en fait, les gens sont allés voter, mais en se disant oui, enfin de toute façon, ça sert à rien parce qu'il y a eu de la fraude. Cette élection est également fraudée. Je vais voter quand même, mais bon, je sais de toute façon que j'ai perdu d'avance. Et puis donc en fait, il y en a plein qui sont même pas allés voter du tout en fait. Donc ça a été un aspect très important. La défiance vis-à-vis du système, alors qui est complètement justifiée, puisque la Géorgie fait partie des 6 États qui étaient contestés pour de fraude électorale massive, Mhm. et en fait, qui a donné lieu à une espèce de guerre civile entre le gouverneur et le secrétaire d'État de Géorgie, qui sont de droite, mais c'est eux qui ont mis en place en fait, c'est eux qui ont accepté de supprimer les contrôles des bulletins par correspondance dans un cadre, enfin on ne sait pas trop pourquoi, ils ont signé un accord secret avec la gauche, enfin avec les avocats du DNC, du parti démocrates, comme quoi ils acceptaient de ne plus faire de signature verification, donc de vérification des signatures. Bref, et donc ce qui était le seul rempart contre la fraude en matière de bulletins par correspondance. Et du coup, il y a eu énormément de contentieux, enfin de contestation des élections des 3 novembre à cause de ça. Normalement, il y a un taux de rejet des bulletins par correspondance qui s'était mis entre 3 et 6%.
Et cette année, il était de 0,3%, le 3 novembre. Donc en fait, les bulletins par correspondance n'ont pas été contrôlés. On a la démonstration arithmétique que les bulletins par correspondance n'ont pas été contrôlés. Et les bulletins par correspondance, c'est par définition, ça s'appelle la fraude. C'est pour ça que en France, par exemple, c'est illégal depuis 1975. Enfin, en tout cas, les votes par correspondance universels. Et donc voilà, donc le climat était assez particulier. Le camp de Donald Trump, évidemment, était à vent debout contre l'establishment républicain de Géorgie, qui a absolument refusé tout contrôle, tout audit, tout analyse des résultats et qui a bloqué l'accès à tout. Donc évidemment, il cachait la fraude. Et donc c'est dans ce contexte-là que les 2 élections sénatoriales partielles de Géorgie s'est déroulées. Par ailleurs, il y a un autre aspect qui n'est pas à négliger, c'est qu'il y a eu une grosse bataille juste avant l'élection à propos du montant du chèque que les Américains allaient recevoir comme Covid relief, comme aide financière à cause de la crise du Covid, sachant que le Congrès avait adopté un $600 par personne et Trump avait fait un veto, avait refusé de signer la loi en disant moi il me faut $2000 parce que 600 c'est pas assez. Et la Chambre des représentants a dit d'accord et a voté 2000 et le Sénat qui est dirigé par la droite a refusé les 2000 et a bloqué le projet. Alors pour des raisons après budgétaires, ça on peut réfléchir et discuter, mais il semble que c'était un peu une erreur quand même pour le Sénat politiquement. Politiquement, c'était une façon de lâcher Donald Trump pour eux. Alors, il y a ça, et puis surtout les gens ils veulent les 2000. Et ils se sont dit bah ça va, j'ai compris, si j'ai des sénateurs de droite, j'aurai jamais mes $2000, si j'ai des sénateurs de gauche, je vais l'avoir dans une semaine. Donc alors ça a l'air assez anecdotique ce que je raconte, mais je pense que ça a dû jouer quand même. C'est pas, à mon avis, c'était pas si anecdotique que ça. Donc voilà, la guerre civile entre l'establishment républicain et le camp Trump d'un côté, les soupçons très forts de fraude et l'incompréhension totale des électeurs vis-à-vis de la position du gouverneur, du secrétaire d'État, et puis cette histoire de stimulus de $2000 qui a été bloqué par le Sénat républicain. Je pense que la combinaison des trois a joué, plus la fraude aussi, puisque les mêmes règles qui ont été mises en place de façon hallucinante, d'absence de contrôle des bulletins par correspondance pour l'élection du 3 novembre étaient également en vigueur pour l'élection du 5 janvier. Donc la combinaison de tous ces éléments a fait que c'est un désastre complet pour la droite. La droite donc ne peut plus désormais s'opposer en matière législative aux démocrates, qui ont un programme absolument fracassant, on va dire, effrayant, et qui vont pouvoir le passer. Alors que si les républicains avaient conservé un siège, tout était bloqué et on aurait eu une présidence en cohabitation, si on veut faire une comparaison avec le système politique français. Ou en canard boiteux, comme on dit aux États-Unis. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et donc là, on a des projets fous. Alors, le seul espoir maintenant que la droite a, c'est repose sur 1 ou 2 sénateurs de gauche qui sont quand même plutôt des centristes et qui ont fait savoir que il fallait pas compter sur eux pour l'adoption de projets complètement délirants, comme par exemple ajouter 2 nouveaux États à l'Union, et ce qui reviendrait à ajouter 4 nouveaux sénateurs pour Washington DC et pour Puerto Rico, ou alors pack the court, c'est-à-dire augmenter le nombre de juges à la Cour suprême. Dans les 2 cas, ce sont des réformes politiques qui visent à assurer une majorité démocrate éternelle. Là, vous avez notamment un certain Joe Manchin de Virginie occidentale, West Virginia, qui a dit qu'il voterait pas ces projets. Cela dit, il avait dit un peu la même chose. Enfin, voilà, ça l'a pas empêché l'année dernière de voter l'impeachment de Trump alors qu'il y avait absolument rien. Donc, ils sont quand même vachement disciplinés à gauche. Et donc voilà sur lequel aujourd'hui les gens le peuple de droite s'accroche, c'est-à-dire que c'est quand même bien faible. Donc voilà pour le Sénat. Donc c'est un désastre complet.
pour la droite, c'est clair, il y a rien d'autre à dire. La droite s'est auto-sabordée, hein, voilà, déroute totale. La droite s'est auto-sabrée avec cette espèce de compromission sur l'élargissement du vote par correspondance et en fait l'abolition des contrôles de vote par correspondance universelle et on voit pas d'issue, quoi. Bon, là c'est clair. Alors voilà le contexte, ça c'est mardi. Les résultats, on comprend hein, que la droite a perdu mardi soir vers 23h. Et puis donc mercredi, dans ce contexte-là, commence à partir de 13h au Capitole à Washington, pour faire la liaison entre les deux sujets, la validation des votes des grands électeurs. Et puis avec donc la manifestation des supporters de Donald Trump, le discours de Donald Trump avant, et puis la procédure qui commence au Capitole à 13h. Donc le contexte. Donc là, le Congrès se réunit. Quel a été le déroulé des événements? Alors par ordre chronologique, tout bêtement, vous avez donc les deux chambres qui commencent à se réunir à 13h. Le vice-président, alors d'abord oui, alors il y avait des espoirs possibles que le vice-président en fait Mike Pence abrège rapidement les discussions en disant de toute façon les votes de au moins 6 États sont illégaux parce que les élections étaient illégales et donc je les prends pas en compte. Alors il y avait eu beaucoup de discussions sur le fait de savoir si d'un point de vue de droit constitutionnel Mike Pence pouvait faire ça. Bon, lui, il avait annoncé en fait le matin même qu'il le ferait pas, ce qui a eu donné lieu à des échanges un petit peu acerbes de tweets entre lui et Donald Trump. Effectivement, donc c'est confirmé dès 13h puisqu'il enclenche la procédure normale. Donc voilà, on comprend qu'il n'y aura pas de coup d'éclat de la part de Mike Pence à ce moment-là. Alors il commence par l'Alabama, l'Alaska et ensuite arrive l'Arizona, donc c'est par ordre alphabétique. Et là, il demande s'il y a une objection. Et là, il y a une objection d'un député de l'Alaska, et puis qui est rejoint par un sénateur, en l'occurrence Ted Cruz. Et donc, le député annonce d'ailleurs qu'il représente 60 députés. Il se lève, il objecte contre la liste et les votes des grands électeurs pour Joe Biden de l'Arizona. Et les deux chambres se séparent et commencent un débat de 2 heures dans chacune des chambres. À la Chambre des représentants d'un côté et au Sénat de l'autre pour discuter des raisons de l'objection et ensuite ça se finit par un vote pour confirmer ou infirmer ces grands électeurs de l'Arizona. Et puis normalement, si ça se déroulait bien, ce débat doit durer 2 heures au minimum et la droite et la gauche parlent l'un après l'autre en alternance pour des petits segments de 5 minutes et ils exposent la fraude, ils exposent ceci, cela. Donc sachant qu'en Arizona on a des éléments absolument étonnants sur ce qui s'est passé d'un point de vue fraude électorale. Vous pensez à quoi par exemple? Alors là l'Arizona en fait c'est toujours la même tactique qui a été utilisée. C'est la modification. Alors il y a deux choses. C'est la modification des lois du code électoral, des lois électorales avec toujours dans l'esprit, dans le contexte de la crise du virus chinois comme on l'appelle ici, de permettre aux gens de voter de chez eux. Et donc en fait, ce qui a été mis en place, c'est encore une fois, c'est dans les États dirigés par la gauche, c'est un suffrage universel, un suffrage par correspondance, un vote par correspondance universel, et avec l'abolition des contrôles. Un petit peu, si vous voulez, je mentionnais tout à l'heure l'absence de signature verification. C'est comme si quelqu'un, tout à coup, on disait, pour une raison ou une autre, à cause d'une raison sanitaire, les gens qui viennent voter en France peuvent venir voter, mais ils n'ont plus besoin de présenter leur carte d'identité. Voilà, c'est la même chose. Hein, ça revient au même. Donc évidemment, n'importe qui vient. En Arizona, Michigan, Pennsylvanie, ils ont tous fait la même chose en fait. Hein, de façon complètement illégale, puisqu'ils l'ont tous fait. En fait, c'est à chaque fois, c'est le pouvoir exécutif qui l'a fait, c'est-à-dire le gouverneur ou le secrétaire d'État, sans avoir l'aval de ce qu'on appelle les state legislatures, c'est-à-dire du congrès local, puisque le droit électoral local de chaque État dépend en fait des lois adoptées par le congrès, et pas du tout de ce que décide le gouverneur. Bon, donc ça, c'était vraiment le centre de la discussion qui devait avoir lieu toute l'après-midi, éventuellement même le lendemain.
en fonction du nombre d'États qui allaient être contestés. On s'attendait à ce que 6 États au moins soient contestés, donc 6 fois 2, ça faisait 12 heures de débat. Et donc, à partir de ce moment-là, l'Arizona dans les deux chambres, et puis c'est à ce moment-là que les émeutes, le siège du Capitole commence, et que les émeutes prennent une tournure différente. La foule s'approche et réussit à rentrer dans le bâtiment, et donc du coup les débats sont arrêtés. Donc quand on regardait les débats, moi j'ai regardé en direct. Alors j'avais deux écrans, j'avais regardé les débats du Sénat puisque c'était en parallèle, et puis les débats à la Chambre des représentants. Et puis donc au même moment, parce qu'en fait c'est le même immeuble, un énorme immeuble avec les deux chambres, l'une à droite, l'une à gauche. Les manifestants sont rentrés dedans et donc les débats sont arrêtés, les députés, les sénateurs sont évacués. Il y a des annonces assez impressionnantes d'ailleurs. À un moment, donc il y a le représentant de l'Arizona là qui conteste, qui explique pourquoi. Et puis il y a beaucoup de bruit, il y a de l'agitation. Il comprend pas ce qui se passe et il demande "Can I please ask for some order? Est-ce que je peux avoir un peu d'ordre?" Et le président dit "Oui, the house is in order." Et puis là, on a une annonce "Attention, attention, couchez-vous. Il y a des intrus." Alors, il pensait qu'ils étaient armés, probablement. Il y a des intrus, attention, mettez-vous sous votre siège. Enfin, vous voyez, bon, c'était quand même assez spectaculaire, c'est sûr. Donc voilà, donc ils ont été évacués. Et puis donc la foule est restée à peu près une demi-heure, une heure. Enfin bon, il y a eu plusieurs morts. La police a tué plusieurs personnes à l'intérieur. Bon, finalement, ils sont évacués, et les débats vont reprendre le soir vers 21h. Et donc, les débats reprennent vers 21h. Alors, évidemment, sous une toute autre tournure, puisque là, entre-temps, ils ont eu... tout le monde est choqué, à droite comme à gauche. Et donc, là, maintenant, on discute plus, en fait. Alors, c'est assez intéressant à voir. Ils reprennent à 21h. Et en fait, bon, là, on a compris... tout le monde dit "Ah oui, bon, voilà, il y a plus de contestation, voilà, Joe Biden." Vous avez au Sénat Lindsey Graham qui dit "Ah oui, Joe Biden est notre président légitime, qui a été lawfully elected, qui a été élu de façon régulière, légale." Enfin bref, donc là on a compris. Tout le monde a eu peur, ils ont serré les fesses, ils ont vu ce que pouvait faire la foule et ont décidé de. Alors voilà, il y a deux lectures, c'est vachement intéressant. Il y a deux lectures des événements. Donc juste pour finir, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fini la contestation sur l'Arizona, tout le monde a voté contre, bien sûr, enfin contre l'objection, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de fraude. Et puis il devait y avoir donc 6 États, et puis finalement les sénateurs se sont retirés, alors qu'il était prévu que au moins 12 sénateurs objectent. Finalement les sénateurs se sont retirés, il n'y a pas eu d'objection sur le Michigan, sur le Wisconsin, enfin sur d'autres États. Ça s'est terminé avec la Pennsylvanie, non? Et voilà, ça s'est fini avec la Pennsylvanie. Ils ont fait un truc pareil, symbolique. À 3h du matin, 3h30 du matin, ils ont fini par voter qu'il n'y avait pas de problème en Pennsylvanie. Et boum, Biden est confirmé. Donc voilà, donc ça s'est fait ce matin à 3h40 du matin. Ouais, voilà comment ça s'est fini. À l'heure de la France, mais 3h. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà, voilà. Donc. Mais on a vu quand même qu'il y avait. Voilà, donc voilà comment ils ont fait. 133 républicains oui. Sur cette dernière objection et qui avaient quand même voté en soutien à Trump. Ouais. Bah, faut dire, la Pennsylvanie, c'est le cas typique. Vous avez la loi électorale qui dit sur les bulletins par correspondance qu'ils doivent être reçus pour être pris en compte. C'est écrit noir sur blanc, et c'est écrit noir sur blanc, sinon ils sont nuls. Ils doivent être reçus par les bureaux de vote par la poste à 8h ou à 5h, je sais plus, le jour de l'élection, donc le 3 novembre à 17h. Et vous avez le gouverneur qui est arrivé en disant "Ah non, on va l'étendre jusqu'au vendredi, donc 3 jours après, parce que l'élection était mardi, et on va même accepter les bulletins qui arrivent par la poste sans cachet." D'accord? Et donc voilà. Alors, vous voyez, c'est du délire complet. Les gens ont pu voter après l'élection, quoi. Soyons clairs. Et les juges ont rien dit. Enfin, voilà. Il y a eu strictement aucune répercussion voilà. Donc la Pennsylvanie était l'exemple type de l'organisation, de l'institutionnalisation de la fraude, en fait, on peut dire. C'est vraiment ça, l'institutionnalisation de la fraude. C'est une ironie de l'histoire que finalement la session du Congrès se termine là-dessus,
suite aux émeutes, quoi. Enfin, c'est assez symbolique. Ouais. Alors ces émeutes, c'est évidemment, il y a deux façons de les voir. La première façon, c'est de dire, enfin c'est quand même spectaculaire, c'est quand même incroyable ce qui s'est passé. Voilà. Dans le monde entier, c'était des images délirantes, quoi. De Village People dans le Capitole, enfin c'était incroyable. Et immédiatement, chaque camp a instrumentalisé ces émeutes dans un sens ou dans l'autre. Les Trumpistes accusant des antifas d'avoir infiltré et inversement la gauche accusant les fanatiques de Trump. Comment on peut démêler tout ça pour vous? Il est, ça y est, on a compris ce qui est la version officielle, c'est que ces gens sont des fous, des dangereux, et qu'il faut les mettre en prison, il faut les mettre au silence, il faut leur supprimer tout leur voix. Donc on a vu la réaction du Congrès, ne surtout pas les écouter, ne pas chercher à comprendre pourquoi ils se sont exprimés de cette façon, cette foule. Circuler, il y a rien à voir, on passe à autre chose. Donc là, c'est clairement ce qui se passe. Donc on a le establishment strikes back, on va dire. L'establishment réagit et va écraser tout le monde. Donc là, c'est ce qu'on, voilà, on est en plein dedans là. On est en plein dedans. Donc le compte Facebook, Twitter, machin, de Trump, de tout le monde vont être fermés. Ils vont mettre en prison tout le monde, ça c'est clair. Alors c'est vachement amusant. Il y a énormément de choses qui circulent sur Internet, de comparaison des émeutes. De Black Lives Matter. Exactement. Les États-Unis depuis le mois de mai et l'action des députés de l'establishment qui les encourageaient, où il faut chercher à comprendre pour qu'ils détruisent tout, etc. Alors là, maintenant, on cherche plus à comprendre. Donc c'est voilà, donc c'est gros comme une maison. Deux poids deux mesures. Voilà, exactement. Et donc, mais de toute façon, alors sur le fond, c'est quand même qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les personnes qui étaient là-bas ont vraiment compris ce qui se passait, c'est-à-dire que certains d'entre eux sont très clairement au chômage à cause des restrictions, des confinements, du Covid, etc. Ils ont plus de boulot ils ont voté, mais il y a eu de la fraude, leur vote sert à rien. Ensuite, ils vont en justice et les juges refusent d'écouter les affaires. L'establishment ne réagit pas, il se passe rien. Enfin, donc il y a un vrai problème, il y a une vraie crise, je sais pas comment dire, sociale, constitutionnelle, la démocratie. Et donc là, vous écoutez des interviews des gens qui sont rentrés dedans. Il y a quelques interviews là qui sortent de gens qui ont fait partie du commando qui est entré dans les lieux et on dit de toute façon il y avait plus que ça à faire, quoi. Il faut qu'on se fasse entendre. On voit bien que on n'est pas entendu et voilà. Donc il y a eu un vrai acte de last resort, de dernier recours qui a été tenté. Je pense que les gens savaient pas trop non plus ce qu'ils allaient faire, ce qu'ils voulaient. Ils voulaient se rapprocher le plus possible des champs où avaient lieu les débats, ça c'est sûr. Mais bon, voilà. Donc en fait, en gros, c'est un désastre complet, la situation actuelle. C'est l'image des États-Unis, de la démocratie. C'est complètement terni. Mais bon, en même temps, quand on organise comme ça, quand un camp organise à cette échelle une fraude, forcément ça a des répercussions. Faut quand même s'attendre à ce qu'il y ait des réactions. Et c'est ce qui s'est passé. Alors évidemment, là maintenant c'est facile. On dit que c'est Trump qui a instrumentalisé la foule, qui les a harangués pour leur et qui, enfin bref, donc. Alors que ce qui n'est pas vrai du tout d'ailleurs. Oui, et dans ce scénario d'ailleurs, à quel moment s'inscrit la vidéo de son appel au calme qu'on a vu circuler ensuite, même si elle a été supprimée son compte Twitter a été suspendu, lui, mais la vidéo a continué de circuler. Tout ça s'est passé à quel moment suite avant la reprise des dernières objections ou... Oui, alors je n'ai pas le temps exact, mais c'était à ce moment-là. Enfin, c'est-à-dire que c'était oui, c'est ça. C'est en fin d'après-midi, début de soirée. Ouais. D'accord. Donc au milieu de la nuit en France. Ouais.
juste avant que les débats reprennent, même si ils ont repris pour se clôturer, quoi, en gros. Oui, c'est ça, exactement. D'accord, ouais. Et j'ai une autre question. On a vu des images étonnantes circuler du moment où les barrages de police cèdent. Ouais. Et on a donc évidemment comme pour les autres péripéties, chaque camp a son interprétation, mais on a eu l'impression que les policiers avaient entre guillemets levé la barrière. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient dépassés en nombre ou est-ce que, à votre sens, il y a une sympathie politique qui les a, ou un même désarroi devant la tournure des choses qui les a conduits à laisser les manifestants s'exprimer? Alors non, je pense pas. Non, là, la police du Capitole a été débordée. Ouais. Et je pense pas qu'on puisse y voir une espèce de connivence avec les manifestants. Ils leur ont tiré dessus. Il y a 4 morts, je crois. Ouais. Donc, au contraire, les témoignages qu'on a eus sur place juste après, donc effectivement au moment où les débats reprennent, sont accablants de brutalité pour la police. Il y a une personne qui a été tuée froidement. Elle faisait, enfin, non, oui, oui, là, Presque, on a vu oui, des images terribles. voilà, c'est ça. Oui. Vu de France où la culture de l'intervention de la police n'est pas du tout la même, c'est encore plus choquant, même si ça l'est pour n'importe qui. Une autre question peut-être pour finir. On peut considérer donc politiquement, institutionnellement que c'est plié, si je puis dire, pour l'élection sur le terrain habituel, que Joe Biden sera investi le 20 janvier, donc, comme prévu. Sur les autres terrains où l'élection pourrait être remise en cause, on entend beaucoup de choses. Toujours pareil, des supporters de chaque camp. Certains imaginent une rébellion de l'armée carrément. D'autres gardent espoir en la justice. Quelles pistes peuvent... Le Parti républicain, donc quand ces décrets, c'était pas des lois, encore une fois, c'est des décrets. Donc quand les pouvoirs exécutifs de gauche, des gouverneurs, secrétaires d'État dans les États qu'on a mentionnés, a commencé à mettre en place sous le prétexte du Covid, à modifier de façon illégale les lois qui étaient en place à propos du vote par correspondance, les républicains a réagi et a saisi la justice. Et là, en gros, pour simplifier, la justice a dit ah mais pourquoi vous venez nous voir maintenant? C'est beaucoup trop tôt. Vous n'avez pas de préjudice. Ah oui, l'élection n'a pas encore eu lieu. Et donc revenez nous voir après. Là, on dismiss, mais on écoute. Voilà, boum, c'est fini. On n'écoute pas votre cas. Et puis ensuite, ils sont venus après l'élection. Et après l'élection, les mêmes juges ont dit ah ben non, c'est trop tard. Vous venez trop tard. Vous pouvez pas venir après une élection. En gros, vous me demandez d'annuler l'élection. Je peux pas faire ça. Et donc en fait, il y a eu une espèce de piège procédural que les juges ont tendu, sachant que au niveau étatique, les juges sont élus. La Cour suprême de Pennsylvanie, je crois que vous avez 6 juges et il y en a 5 de gauche et 1 de droite, quoi. Bon, donc à 5 contre 1, ils ont dit vous arrivez trop tôt et vous arrivez trop tard. Bon. Alors ensuite, devant la Cour suprême, on le sait, il y a 18 États et 120 députés qui ont saisi la Cour suprême pour faire annuler donc les résultats des élections des 6 États qui avaient fraudé, enfin qui avaient mis en place de façon illégale, qui avaient rendu en fait légaux des bulletins qui sont normalement illégaux. Bon. Et la Cour suprême a renvoyé, sans écouter, pareil sur le fond, l'affaire en disant vous n'avez pas d'intérêt à agir. Vous, les États qui avez obéi à la loi, qui avez organisé de façon légale vos élections, vous n'avez pas de préjudice au fait que des États aient éventuellement organisé de façon illégale leurs propres élections. Bon, l'argument du Texas et des 17 autres États était que si des États fraudent, organisent des élections illégales, ça impacte le résultat de leur propre élection puisqu'il s'agit d'une élection fédérale et que tout est combiné. Mais bon, donc la Cour a refusé l'argument et quand même donc la même plainte a été reposée de façon individuelle par des gens qui ont un intérêt à agir, donc ils ont écouté et donc ça c'est en cours, ça va remonter. Donc si contentieux qui sont en principe qui vont revenir en boomerang, si on peut dire, à la Cour suprême, mais ça va prendre des semaines et des mois. Alors normalement, voilà, donc ça c'est une route possible, une voie possible. Alors
sur le papier, il est possible que les élections dans un ou plusieurs États soient refaites. C'est arrivé dans l'histoire des États-Unis, soient annulées et refaites. La dernière fois que c'est arrivé, c'était complètement anecdotique puisque ça ne concernait qu'un seul État ça ne changeait pas le nombre de grands électeurs. Donc ils ont refait l'élection, mais de toute façon, le président restait en place, donc il n'y avait aucun enjeu. Là, si on refaisait ça, évidemment, ça changerait potentiellement le président. Donc ça, c'est une possibilité. Voilà. Un seul État pourrait suffire à inverser le sort. Ah non, il en faut 3. Il en faut 3 minimum, d'accord. Oui, il faut une combinaison de 3 États pour que Joe Biden passe sous la barre des 270 grands électeurs. Parce que là, il y en a 306. Donc il faut une combinaison, par exemple Géorgie, Pennsylvanie et Arizona. Voilà. Donc il y a 6 États en jeu. Si on en a 3 qui sont annulés et à ce moment-là, Joe Biden passe sous la barre des 270. Je ne suis pas certain que ça entraîne sa destitution automatique, parce qu'il va être investi le 20 janvier. Oui, par contre, voilà, ça c'est acquis. Et donc, en fait, il y a beaucoup de commentateurs qui disent que même si ça arrive, en réalité, la seule possibilité pour que Biden soit remplacé, c'est un impeachment. Donc, sur le modèle de la procédure qu'on a vu intentée par la gauche contre Trump en 2020, sans succès, qui nécessite donc un vote, une enquête et un vote à la majorité simple à la Chambre des représentants. Et donc, la Chambre des représentants, il faudrait attendre 2022 les midterms elections et une victoire possible de la droite pour que ça soit envisageable, puisque en l'état actuel, évidemment, même la gauche, même si la fraude est établie, la gauche fera rien. Et puis après, il faut quand même les 2/3 des sénateurs pour la conviction en elle-même, pour le procès et pour la condamnation. Et donc là, il faudrait aussi probablement démontrer que que Biden était au courant, voire complice de la fraude, du schéma qui a été mis en place. Bon. Donc, je sais pas, voilà, tout ça semble assez théorique. Je pense que le truc va être enterré tranquillement. Il n'y a pas eu de fraude, circulé, il n'y a rien à voir. Et puis, la droite est vraiment là, elle est en complet désarroi parce que la gauche a trouvé le miracle, la recette miracle pour gagner les élections pendant 20 ans là. Puisqu'en fait, qu'est-ce qu'elle fait elle supprime les contrôles des votes par correspondance, donc l'identité des électeurs, et en même temps, elle maintient dans les grandes villes qu'elle gère, elle maintient les listes électorales qui sont complètement erronées en fait. Les estimations, on dit qu'à peu près 40%, c'est ce qu'on a vu en Arizona par exemple. Vous avez en Arizona, vous avez à peu près 40% des noms des inscrits sur les listes électorales qui sont morts, qui ont déménagé, qui n'ont pas le droit d'être là. Et là, ce qu'a fait la gauche avec le prétexte des Covid, c'est qu'ils ont envoyé des bulletins par correspondance à tous ces gens. Voilà. Et donc là, la droite est complètement désemparée puisqu'il y a, c'est très chaud. Voilà, ils se sont bien fait berner et je vois pas trop comment ils pourront s'en sortir. Dans le futur, je veux dire. À court terme, en tout cas, ou moyen terme, ils n'ont pas de voie de sortie. Ah non, parce que là, maintenant qu'ils contrôlent le Parlement, le Congrès, la gauche a déjà annoncé qu'ils avaient un projet de loi fédéral pour instaurer à l'échelle fédérale le vote par correspondance universel. Ils ont compris, ils vont exploiter le filon, puisque là, vous avez encore des États, Floride, etc., où c'est contrôlé, cette histoire de vote par correspondance, où c'est limité à des cas très particuliers, des militaires en mission ou les grabataires dans les hospices. Mais donc voilà. Donc là, la gauche a trouvé le moyen de gagner les élections de façon miraculeuse. Et il reste la soupape peut-être de la cocotte minute de l'électorat de la droite, des républicains ou de tous ceux qui sont peut-être un peu orphelins politiquement, dont l'exaspération pourrait peut-être aussi créer des remous hors du cadre juridique légal, puisque si la droite est prisonnière de son légalisme et de sa naïveté ou de sa faiblesse politique, tout son électorat, lui, reste majoritaire probablement, en tout cas important dans l'opinion. Il voudra peut-être se rebeller à un moment, non ?
Alors effectivement, on peut penser à l'équivalent à gauche avec les émeutes qui ont eu lieu pendant tout le printemps, tout l'été quand même, et qui étaient encouragées par la classe politique, par les médias. C'est assez amusant d'ailleurs de voir l'outrage des médias à propos des événements d'hier, du siège du Capitole, alors que bon, ils ont rien brûlé, ils ont cassé une fenêtre, voilà. Alors ils se sont fait tirer dessus, enfin il y a des morts et de leur côté. Alors que quand on compare avec les émeutes qui étaient encouragées par l'establishment, il y a eu au moins 20 morts, des milliards et des milliards de dollars de destruction. Tout ça a été tout à fait normal. Il faut les écouter, il faut les comprendre, etc. D'accord. Donc peut-être qu'il y aura effectivement, en fait, ça va surtout. Je pense il faudra un élément déclencheur. Par exemple, une loi absurde de gauche adoptée, par exemple contre les armes, ou enfin quelque chose de voilà. Voilà, c'est ça. Et voilà. Et là-dessus, on peut éventuellement compter, comme on disait au début, sur un ou deux sénateurs centristes de gauche qui ne suivraient pas forcément et qui bloqueraient des projets incendiaires. Entendu. Mais écoutez, ce sera passionnant de suivre la suite de ce feuilleton aussi alarmant et parfois inquiétant puisse-t-il être pour les démocraties du monde ou pour la plus grande démocratie du monde, comme on l'appelle déjà, et aussi pour toutes les autres qui sont en proie à des problèmes souvent voisins. Et on vous recontactera et on vous redonnera volontiers la parole sur France Soir pour analyser, décrypter tout ça et avoir votre regard libre. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Parfait, c'est moi. Merci beaucoup à vous. Merci Anthony Lacoudre. Au revoir.